Vous êtes sur TV5 Monde, bonne année à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, le premier de l'année. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. On attend vos commentaires. Voici tout de suite le sommaire. La République démocratique du Congo tiraillée entre joie et contestation. La victoire à la présidentielle de l'opposant Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. Son rival Martin Fayulu crie au putsch électoral. Une question revient avec insistance, véritable alternance ou retrait négocié de Joseph Kabila. Qui est derrière l'étrange tentative de putsch lundi au Gabon? L'absence du président Ali Bongo a-t-elle ravivé la lutte des clans au sein du pouvoir? Pendant sa convalescence à durée indéterminée, qui est aux commandes au Gabon? Combien de temps encore les États-Unis vont-ils tourner au ralenti? Donald Trump s'accroche à son mur, les démocrates s'opposent à son financement et la paralysie budgétaire continue. Y a-t-il une crise humanitaire et sécuritaire à la frontière sud, comme le dit le président? Les gilets jaunes, toujours dans la rue en ce début d'année en France. Une rage anti-système s'exprime parfois violemment. Le grand débat national promis à partir de mardi par Emmanuel Macron calmera-t-il les esprits? Voilà pour le sommaire. On en débat avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Qui sont-ils? Eh bien, les voici. Nicolas Willems, responsable éditorial Monde pour la RTBF, la radio-télévision belge. Vous suivez particulièrement l'actualité aux États-Unis et en Chine. Agnès Rotivel, rédactrice en chef adjointe au service international de La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de kiosque. Vous titrez aujourd'hui sur une alternance en trompe-l'œil en République démocratique du Congo. Pierre Boisselet, journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique, spécialiste de l'Afrique australe et centrale, notamment de la région des Grands Lacs. Vous êtes rentré de RDC il y a une semaine. Et puis, de retour de Kinshasa également, avec nous depuis Bruxelles pour tout le début de cette émission, Colette Brackman, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge Le Soir. Vous tenez un blog sur le site de votre journal, Le Carnet de Colette Brackman. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ou depuis Bruxelles pour faire un point sur cette actualité, nous livrer votre analyse. Il était 3h03 dans la nuit de mercredi à jeudi à Kinshasa. La commission électorale mettait un terme au suspense. Félix Tshisekedi était déclaré vainqueur de la présidentielle, mettant ainsi fin à 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila. La seule habilité à publier les résultats, même si elle est critiquée par l'opposition, la société civile et une partie de la population, c'est la CENI. Après une longue nuit d'attente, vers 3h ce jeudi matin, son président a pris la parole, égrené d'abord quelques résultats des élections provinciales avant de lâcher le nom du président élu, selon un décompte provisoire. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Des cris de joie dans la salle et d'autres encore plus forts au siège de l'UDPS, le parti fondé par Étienne Tshisekedi, le père de Félix. Après des années dans l'opposition, l'UDPS accède enfin à la magistrature suprême. Mais à quel prix? Des rumeurs sur un rapprochement avec Joseph Kabila circulent. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Un résultat immédiatement contesté par Martin Fayulu, le candidat arrivé deuxième avec 34,8% des suffrages. Lui dénonce un putsch électoral. Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons le résultat. J'ai fait plus que ça, près de 2 fois plus que ça. M. Tshisekedi là n'est qu'un faire-valoir parce que M. Kabila veut rester au pouvoir et demeurera au pouvoir si la vérité des urnes n'est pas connue. Les résultats communiqués par la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera les résultats définitifs. Et c'est l'aboutissement d'un long processus qui aura tenu en haleine la République démocratique du Congo depuis plus de 2 ans. Colette, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Je le disais tout à l'heure, vous êtes rentrée il y a une semaine de RDC. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la première alternance démocratique dans le pays ? Mais c'est peut-être beaucoup dire parce que la victoire, c'est une victoire qui est plus une victoire négociée qu'une victoire strictement arithmétique. Mais enfin, la population voulait d'abord 2 choses. Le départ du pouvoir du président Kabila, c'est acquis, même s'il reste encore présent dans les coulisses. Et elle ne voulait pas non plus de son dauphin qui aurait représenté une prolongation du système. Donc sur ces 2 points, ils ont eu gain de cause. Sur une alternance totale, là, c'est pas encore tout à fait le cas puisque c'est
une transition, disons, négociée. Alors, est-ce que ces résultats qu'on va rappeler ici, c'est des résultats provisoires, Pierre, bien sûr, Félix Tshisekedi arrivera en tête avec 38% des voix devant son rival de l'opposition, Martin Fayulu, 34%, et le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, 23%. Comment réagissent les Congolais à ces résultats et que dire de ces résultats ? Alors, la première des choses, je pense, c'est qu'il y a eu une défaite lourde du candidat du pouvoir qui a été reconnue. Selon les résultats officiels, à peine plus de 20%, 23%. Donc ça veut dire que presque 80% des Congolais ont rejeté la continuité, puisque c'est comme ça que Emmanuel Ramazani Shadary se présentait. Alors la réaction, évidemment, elle est un peu mêlée, puisqu'il y a eu ce gain, quelque part, qui est qu'il y a une transition moins légale du pouvoir, ce que le pays n'avait jamais connu. Et après, il y a aussi nombre de contestations et de soupçons sur ces résultats. Sur ces soupçons, Colette, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que, parce qu'on l'entendait dans le sujet, Martin Fayulu, arrivé deuxième, dit que c'est un putsch électoral et il dénonce un arrangement de bas étage. Il y a cette question qui revient avec insistance. Le camp du président proclamé, Tshisekedi, a-t-il négocié avec le camp de Joseph Kabila ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais on n'en sait rien de concret, ils ne l'ont pas reconnu, mais il y a tellement d'indices qui indiquent un fléchissement de la position de M. Tshisekedi qui, dans de nombreuses interviews, à quelques jours de la proclamation, multipliait la main tendue, pratiquait une politique de la main tendue à l'égard du président Kabila, lui rendait hommage, se montrait extrêmement conciliant, qu'on ne pouvait qu'en déduire que des négociations avaient lieu en coulisses, et l'opinion de Kinshasa ne se trompait pas, elle disait on essaie de trouver une sortie où personne finalement ne perd la face. Le pouvoir perd le président Kabila lui-même qui ne se représente pas, il perd son dauphin comme on vient de le dire. Donc voilà d'un côté, et l'opposition n'a pas son champion qui est Martin Fayulu de l'autre. Et au fond, c'est un peu un match nul qui s'est négocié dans les couloirs de la CENI, plus qu'une opération arithmétique du comptage des voix. Et curieux d'entendre dire que la CENI était en discussion jusqu'aux 3 heures du matin. Elle n'a pas à discuter, à négocier, elle doit simplement compter les voix. Mais en réalité, elle a fait bien plus que cela. Agnès, vous voulez intervenir ? Oui, je voulais aller dans le sens de ce que disait Colette Braeckman, puisque la conférence épiscopale, bien avant les résultats, avait annoncé qu'eux avaient le résultat et savaient qui était élu. Et visiblement, ils viennent dans un communiqué hier, ils ont dit que leurs résultats ne correspondaient pas aux résultats qui avaient été donnés par le pouvoir. Donc en fait, effectivement, et eux avaient 40 000 observateurs sur le terrain. Donc ce qui serait intéressant maintenant, et la question se pose, c'est que la conférence épiscopale pourrait aussi divulguer ses résultats. Pierre, est-ce que la SENCO, comme on l'appelle, oui, pourrait le faire publier ses résultats qu'elle dit avoir ? Jusqu'à maintenant, elle a renaclé à le faire. Alors, il y avait d'abord un premier argument qui était, et elle a eu beaucoup de pression de ce côté-là, qui était qu'elle n'avait pas le droit de proclamer des résultats avant que la CENI ne le fasse. Aujourd'hui, on pourrait penser qu'elle est un peu plus libre, mais force est de constater que hier encore, dans son communiqué, même si elle conteste les résultats annoncés, elle ne donne pas les siens. Alors, il doit y avoir elle doit faire un rapport devant le Conseil de sécurité notamment. Il faut voir si ces résultats peuvent filtrer, sortir, fuiter d'une manière ou d'une autre. Sur cette question, Colette, est-ce que la SENCO pourrait publier ses résultats ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je ne crois pas. Je pense que la SENCO a une attitude hautement politique qui est de ne pas donner les résultats. Ce ne sont pas ses prérogatives. Peut-être, je pense qu'elle les a, c'est évident. Mais donner le vrai résultat, c'est peut-être aussi courir le risque d'une relance d'hostilité, de la guerre. Et ça, c'est une responsabilité que les évêques, peut-être sous l'influence du Vatican, à mon sens, ne vont pas prendre. Et donc, ils transfèrent la pomme de terre chaude, si vous voulez, à la CENI, qui, elle, n'est pas d'une indépendance totale, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport au pouvoir. Les évêques se défaussent et ils ont une attitude beaucoup moins engagée dans leur dernière déclaration que ce qu'ils disaient la semaine dernière.
Nicolas ? Ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle de joueur d'échecs de Joseph Kabila, le président sortant, qui finalement fait ses élections avant la fin de l'année, le 30 décembre. Il tient sa promesse. On se rend compte qu'il y a une alternance, même si ce n'est pas forcément le candidat de l'opposition que tout le monde espérait voir gagner. Mais il y a une alternance. Et puis lui sécurise d'une certaine manière une sortie du pouvoir. Et donc, il est gagnant sur toute la ligne. Pierre, là-dessus ? Je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Je pense que ce n'était pas non plus son plan A. Hein. Son plan A, c'était évidemment d'obtenir la victoire de son dauphin. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est maître dans l'art de la dissimulation et de la tactique et qui sait ajuster parfois à la dernière minute ses options. Et c'est ce qu'il a fait vraisemblablement. Agnès. Maintenant, la question, c'est là où on parle d'alternance. Et même la conférence épiscopale dit on a pris acte de l'alternance pour la première fois dans ce pays. Mais quelle va être véritablement cette alternance ? Parce que Tshisekedi est-il capable de s'opposer à Kabila et à tous les ministres et tous les corps importants de l'État qu'il détient toujours. Ce qui nous amène à un autre point, c'est que le scrutin d'il y a un peu plus d'une semaine, c'était un triple scrutin. Les provinciales sont favorables à la majorité présidentielle de Kabila. Alors nous parlons, on attend toujours les résultats des élections législatives. Les kabylistes resteront-ils majoritaires à l'Assemblée nationale ? Est-ce que, Colette, finalement, le scrutin présidentiel, qui est celui qu'on suit tous de très près, est le plus important dans cet équilibre en RDC ? Oui, il est de toute façon très important parce que c'est le président qui focalise l'attention et j'ai presque envie de dire qu'on va vers entre guillemets, une démocratie du possible où le président Kabila va se retirer en apparence mais il garde des outils importants, la défense, la sécurité, peut-être les finances. Il reste sénateur à vie, il contrôlera, donc il peut devenir président du Sénat. Donc il garde ces outils de puissance et l'opposition, quelle qu'elle soit, doit en tenir compte sous peine d'aller au clash. Mais si on va au clash, je le répète, c'est lui qui contrôle l'armée, la police, la sécurité et qui sera le plus fort. Et donc c'est la démocratie du possible dans l'état actuel des choses. La seule inconnue, c'est la population, l'hypothèse d'un soulèvement populaire. Mais là, je ne le crois pas parce qu'il y a tout de même... Il y a les deux partis qui vont maintenant se retrouver à la tête de l'État. Le parti de Tshisekedi, l'UDPS, a vraiment une véritable base dans le Kasaï, tandis que Vital Kamerhe est populaire aussi au Kivu. Donc ils ne sont pas sans rien. Ils ont une organisation, ils ont un parti, des gens qui vont les soutenir. Donc ce ne sera pas si facile. On sait qu'il y a une partie des élections qui va se dérouler en mars à Beni Butembo et Yumbi. Ouais. Qu'est-ce que ça peut changer ? Il faut attendre de voir déjà une image assez claire de l'ensemble des résultats des législatives. Mais ce qu'on soulignait tout à l'heure, les très bons scores selon la CENI du pouvoir au provincial, c'est très important aussi parce qu'en découlent les gouvernorats de province et aussi le Sénat. Dont on a dit qu'éventuellement le président sortant, Joseph Kabila, dont le président sortant pouvait prendre la présidence. Alors Beni, Butembo, Yumbi, je pense que ça jouera de toute façon la marge. Hein. Même si ce sont des villes, pour certaines relativement importantes, mais je pense qu'on va avoir de toute façon bien avant une idée assez nette de ce que sera la nouvelle majorité parlementaire. Et donc potentiellement un Joseph Kabila qui reste aux affaires. Alors, d'une manière ou d'une autre, oui. Moi, je pense qu'on va se diriger vers une forme de cohabitation, en fait. Hein. Alors, et en fait, on va voir, mais les institutions congolaises peuvent avoir une certaine plasticité qui permettent ça, avec un Premier ministre. Alors, le Premier ministre actuel, par exemple, a très peu de pouvoir, mais demain, dans une situation de coalition dans laquelle peut-être le pouvoir aurait la majorité au Parlement, il peut redevenir une institution très, très fondamentale. Colette, quel scénario vous arrivez à entrevoir à ce stade, évidemment avec des résultats encore provisoires, mais avec ce qui se met en place tranquillement ? Moi, je crois que dans l'immédiat, le pire, c'est-à-dire la confrontation directe, a été évité et qu'on va vers une sorte, oui, de cohabitation qui durera ce qu'elle durera, parce qu'il ne faut pas exclure des affrontements entre le nouveau président, Félix Tshisekedi, qui quand même ne va pas être réduit au rôle simplement de figurant. Et donc, voilà, plus le risque de contestation populaire. Moi, je crois qu'on va vers une cohabitation et
qui, aux yeux de la population, vous savez, les Congolais ont beaucoup souffert de toutes les guerres, de toutes les violences durant tant d'années. Et pour eux, si on n'a pas la guerre, c'est déjà ça, on avance et c'est déjà un acquis. Et c'est un peu ça que tout le monde souhaite. Le verre n'est pas plein, le verre n'est pas vide, il est moitié-moitié. Mais c'est un peu vers ça qu'on va, en tout cas dans un premier temps. Un mot sur Félix Tshisekedi. C'est le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui est un opposant à Mobutu déjà, à Kabila père, à Kabila fils également, un patrimoine qui a marqué l'histoire du pays. Qu'est-ce qu'il a promis aux Congolais pendant sa campagne? Quel président sera-t-il? Alors, il a promis beaucoup de choses, comme tout le monde pendant une campagne. Je crois qu'il a fait d'une de ses priorités la sécurité à l'est du pays, qui est un problème depuis maintenant plus de 20 ans. Il a même dit qu'il allait s'installer, en tout cas au début de son mandat dans l'est du pays, pour essayer de régler les problèmes. Là, bon, il faut voir quelle est sa maîtrise sur l'appareil sécuritaire, parce que c'est ça qui serait fondamental. Donc je ne sais pas si cette promesse-là, il pourra la tenir. Et puis ensuite, évidemment, la démocratie, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Là encore, pour y arriver, il faut avoir toutes les manettes, il faut avoir l'expérience. Je ne suis pas convaincu qu'il l'aura. La personnalité de Félix Tshisekedi est aussi amusante parce que c'est le fils du père, on l'a beaucoup reproché d'être un fils à papa. Il a aussi finalement vécu 30 ans en Belgique, il a bien promis, il doit apprendre les différentes langues du Congo. Donc c'est aussi, disons, un peu un ovni dans le paysage politique congolais. On verra comment il arrivera finalement à aussi porter, disons, l'image du père, parce qu'il a beaucoup vécu à travers ça, et comment il arrivera à transmettre finalement cet héritage. Ce qui est intéressant par rapport à ces élections, c'est aussi la prudence des chancelleries par rapport à cela. Mis à part Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui a émis certains doutes, que ce soit en Belgique, l'Union européenne ou Washington, on a une attitude prudente par rapport à ces élections et on espère que la transition se passera de façon, disons, pacifique. Pour revenir à Étienne Tshisekedi, Colette, et puis on va conclure tranquillement avec vous. Vous l'avez interviewé il y a peu de temps. Quelle impression vous a-t-il fait et quel portrait vous brosseriez de ce président proclamé congolais ? Mais c'est un homme qui n'a pas une grande formation universitaire. On a d'ailleurs contesté ses diplômes, mais il diffère de son père en ce sens qu'il est beaucoup moins conflictuel que son père. Son père était une personnalité forte, un batailleur, un homme difficile. Et Félix Tshisekedi paraît un homme plus calme, doté tout de même d'un solide bon sens, j'allais presque dire d'un sens du compromis à la belge. Ce n'est pas pour rien qu'il a vécu en Belgique et qu'il a fréquenté les milieux politiques belge, et donc, mais il ne connaît pas bien l'intérieur du Congo. Il s'est déclaré surpris de la pauvreté, de l'insécurité qui régnait à l'est du Congo. Bon, surpris, s'il était allé un peu plus souvent, il n'aurait pas été surpris. Enfin, donc il va découvrir son pays et il est dépeint par ses amis belges comme un homme de bonne volonté, qui n'a pas une grande formation, mais qui est plutôt de bonne foi, de bonne volonté. Bon. Voilà, à ce stade-ci, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Voilà, ce n'est pas une personnalité flamboyante et très forte, mais ça peut aussi peut-être être un homme dont les Congolais ont besoin. Après tous ces chefs de guerre, ces présidents militaires, durs et tout ça. Bon, un type qui soit un peu plus, disons, de bonne composition, doté d'un solide bon sens, ça fera peut-être du bien aussi. Président normal. Un président normal, petit clin d'œil. Pour être complet sur la RDC, les vaincus ont désormais la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Ce sera le cas pour Martin Fayulu, arrivé deuxième, qui revendique une victoire, on vient de l'apprendre, à 61%. C'est le chiffre que lui avance. La Cour constitutionnelle dispose de 10 jours pour se prononcer. Donc dans 10 jours, normalement, on devrait en savoir un peu plus. Et puis on attend les résultats des législatives également. Lundi matin, pas très loin de là, les Gabonais étaient tirés du lit par un putsch, une tentative complètement ratée. Mais que cache-t-elle? Ce coup d'État sert-il de révélateur du malaise qui touche le Gabon en l'absence de son président Bongo, Ali Bongo, victime d'un AVC il y a près de 3 mois? Avant d'en parler, élément de réponse avec Simon Rodier. Tout ce que le Gabon compte d'hommes politiques au pouvoir semble avoir fait route ce mardi vers la radio-télévision nationale. À la tête de l'aréopage, le Premier ministre, venu constater les dégâts du coup de sang militaire. Donc notre soldat était ici. Et sans aucune inquiétude visible, désormais. Au terme de cette visite, je ne peux qu'avoir un sentiment de réprobation.
vis-à-vis de ceux qui ont commis cet acte de félonie. Le gouvernement l'a condamné hier et je réitère cette condamnation. Les interrogations sont connues. Comment le lieutenant de la garde républicaine, Kelly Ondo Obiang, leader présumé, a-t-il mené son groupe? A-t-il des connexions et lesquelles? Dans la rue, d'autres commentaires font surface. Sur l'absence du président notamment. Les Camerounais veulent savoir s'il est présent, quand est-ce qu'il va rentrer, si réellement il vit ou pas. Mais pourquoi le gouvernement nous cache? Il cache quoi? C'est pour ça que vous voyez le soulèvement des Gabonais et tout ce qui est arrivé hier, c'est à cause de ce silence-là. Nous ne sommes pas libres, nous sommes en prison. Et ce qu'on a vu hier, ce sont des choses vraiment que beaucoup de gens pensent, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens de le faire. Nous sommes dans un pays beaucoup plus démocratique et nous voulons bien que la démocratie s'exprime par les urnes. À Libreville, dès le début de journée, les magasins ont rouvert, la circulation a repris, même sur le boulevard Triomphal. Internet a également été rétabli à midi. Et une tentative de putsch qualifiée d'étrange par tous, Pierre. Oui, étrange, parce que d'après ce qu'on sait, c'est à peine une dizaine d'hommes qui ont pris d'assaut le bâtiment de la radio, qui ont été très vite interpellés et qui ont cité dans leur message tout un tas de personnalités qui, pour certaines, n'étaient même pas au courant que ce putsch était en cours. Donc voilà, ça reste, à l'heure où l'on parle, encore assez mystérieux ce qui a été tenté. Alors, est-ce qu'on s'interroge un peu sur leurs intentions? Est-ce qu'ils étaient téléguidés? Visiblement, ils n'avaient pas vraiment envie de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils voulaient? J'ai pas de boule de cristal non plus. C'est dire si c'est étrange quand même. Oui, bien sûr. Téléguidé, c'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien à qui ça profite toute cette histoire. Dans un premier temps, il y a eu une théorie qui disait que ça allait servir à arrêter un certain nombre d'opposants. À ce stade, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu non plus d'implication de l'un des clans au pouvoir, qui aurait pu là aussi amener derrière une répression. Donc vraiment, y voir clair, c'est possible, c'est pas à exclure que ça a été une initiative individuelle de quelques pieds nickelés qui espéraient déclencher un soulèvement, etc., qui ne s'est pas produit. Colette, à qui profite cette tentative ratée de putsch au Gabon ? Mais ça, c'est difficile à dire en ce moment, mais je crois qu'en tout cas, elle traduit un malaise devant l'incertitude, l'état de santé du président. Donc, on se dirige tout de même vers un vide de pouvoir et donc peut-être des pieds nickelés ont voulu faire lancer un ballon d'essai, voir jusqu'où il pouvait aller. Mais le malaise est certain et peut-être aussi l'impression de fin de régime. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que le président du Gabon était un grand ami de Joseph Kabila en RDC. Et donc là, peut-être que les capitales se surveillent et voient un peu les mouvements telluriques qui les agitent d'un côté et de l'autre. Nicolas, là-dessus. C'est vrai que tout vient aussi de cette absence du pouvoir. Depuis plus de 2 mois, Ali Bongo n'est pas là. On a quand même modifié la Constitution pour pouvoir aussi permettre cette absence et prolonger cette absence. Et donc la donne, elle est là. On est dans un vide du pouvoir, dans une opposition aussi qui a du mal à s'organiser, à se structurer. Et on est vraiment dans un pays qui avance dans le vide, en fait. Agnès ? Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que les absents ont toujours tort. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on le voit aussi, Ali Bongo, on s'inquiète quand même de l'avenir du personnage et de sa succession quand même. On l'a revu récemment pour des vœux. Donc il a fait un AVC en octobre. Il est resté en Arabie Saoudite. Il est en convalescence à durée indéterminée au Maroc. Pour l'avoir vu dans ces images, comment vous l'avez trouvé, Pierre ? C'est très difficile à dire parce que la séquence est relativement courte. Ça dure 2 minutes 30 environ. Et elle est très montée. Donc il y a eu de nombreuses coupes. Tout au long de cette séquence. Donc, combien de prises il y a eu pour arriver à ce résultat ? On ne sait pas. Donc, à ce stade, vraiment, l'état de santé réel du président demeure une inconnue. Bon, on peut penser qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens à ce stade, puisqu'il n'est pas rentré et qu'il poursuit sa convalescence. Mais vraiment, c'est très difficile de dire à quel point il va pouvoir récupérer. Et donc, la question, c'est qui autocommande au Gabon, Colette ?
Mais on n'en sait rien. C'est justement ça le malaise qui peut donner des envies, susciter certaines tentations dans l'armée, puisqu'on est dans un vide apparent, en tout cas. Mais je suis sûre que derrière les coulisses, des forces nationales et même internationales, je pense à la France, s'agitent pour que ce soit une succession apaisée, que quelque chose se passe et qui reste sous contrôle. La France joue quel rôle, Pierre ? La France, historiquement, elle est évidemment très présente. Bon, c'est non seulement une ancienne colonie, mais en plus, c'était vraiment le cœur de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Sous Omar Bongo, il y a une base française dans ce pays. Et donc, évidemment, la France joue un rôle important. Elle a d'ailleurs tout de suite condamné cette tentative de putsch, comme du reste, toute la région et même le continent. Si on revient à cette question de savoir qui est aux commandes qu'on posait tout à l'heure, visiblement il y a deux clans qui sont formés à Libreville. D'un côté son directeur de cabinet, Brice Lacruche, de l'autre son frère, Frédéric Bongo, qui est le tout-puissant patron des services de renseignement. On aurait plutôt tendance à penser qu'après un coup d'État militaire, une tentative de coup d'État militaire, c'est Frédéric Bongo qui tient la rampe. Ça pourrait être une des théories, et en plus avec ce clan Bongo qui est finalement au pouvoir depuis plus de 40 ans, qui essaye certainement de perdurer. Mais c'est certain que ce coup d'État, même si ce sont des pieds nickelés, c'est tout de même étonnant qu'il se produise comme ça. La manière dont c'est fait, quand on voit les images, c'est presque un sketch, disons-le comme ça, c'est vraiment absurde. Et puis de voir après que très rapidement ils sont arrêtés et la vie revient comme si rien ne s'était passé. Donc c'est certain que ça peut servir en tout cas le clan Bongo. Et qu'est-ce qu'on sait de Frédéric Bongo ? On trouve peu d'images de lui sur Internet. Bon, c'est un personnage qui est un peu mystérieux. Non, on sait que c'est un sécurocrate, demi-frère du président. Mais je ne pense pas qu'il incarne à lui seul ce clan-là. Il y a d'autres personnes qui sont là depuis très longtemps, depuis même le père. Je pense notamment à la présidente de la Cour constitutionnelle. Qui peut-être a une influence très importante. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale qui vient d'être nommé est réputé très proche de cette dame. Donc c'est un élément peut-être de réponse, un premier en tout cas, dans cette lutte des clans. Un autre va être la désignation du prochain Premier ministre, puisqu'il doit démissionner. Ça, c'est normal, c'est prévu par la Constitution parce qu'il y a eu des élections législatives. On va voir, il doit aller remettre sa démission au Maroc, au président, et on va voir qui lui succédera. Peut-être que ce sera lui-même, parce que tout le monde est un peu paralysé par cette situation, et le statu quo vaut peut-être mieux qu'autre chose pour la plupart des acteurs. Il y a un autre personnage important au Gabon, c'est Jean Ping, ex-candidat à la présidentielle de 2016. Il affirme depuis 2 ans être le président élu. Que peut faire Jean Ping, Colette ? On ne sait pas. Est-ce qu'il va tirer profit de la situation ? Jusqu'à présent, à ma connaissance, il ne s'est pas exprimé, mais il reste certainement très proche de l'événement. Mais il fait aussi, d'une certaine façon, partie de la famille. Donc, il fait partie de la famille Bongo, même s'il est passé à l'opposition. Il fait tout de même partie de ce système aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jean Ping ? Est-ce qu'il a la capacité de mobiliser les Gabonais autour de lui ? Il a essayé. Avec d'ailleurs un certain succès lors de la présidentielle de 2016. Mais la gestion de l'après n'a pas été à la hauteur. Il a perdu beaucoup d'alliés et, disons, une part de l'écoute que pouvait lui prêter le peuple gabonais. Donc, comment est-ce qu'il peut rebondir aujourd'hui ? C'est difficile à dire. En fait, c'est peut-être étonnant, mais aujourd'hui, tout le monde a essentiellement le regard porté vers la prochaine présidentielle, qui est dans longtemps, qui est en 2023. Mais aujourd'hui, ça paraît encore être, pour la plupart des acteurs, la prochaine opportunité de changer les choses. Colette, je vous laisse conclure d'un mot sur le Gabon. Mais le Gabon, c'est tout de même un pilier, comme on l'a dit, de la France-Afrique. Donc je crois qu'on doit suivre avec beaucoup d'attention, parce que si le système change au Gabon, ça peut avoir des conséquences dans les pays de la région. Et je crois qu'il faut vraiment faire le lien entre la situation à Kinshasa et au Gabon. Ce sont des capitales qui sont liées, il y a des modes d'accession au pouvoir, il y a des choses qui se passent. Et ce qui se passe à Kinshasa est certainement très suivi à Libreville et vice-versa, il y a des vases communicants entre les deux.
Colette, un grand merci d'avoir été avec nous. On va vous laisser filer maintenant. Et merci d'avoir été avec nous depuis Bruxelles pour tout ce début d'émission. Et puis je vous dis à très bientôt ici en plateau. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Nicolas Willems de la RTBF, Agnès Rotivel de la Croix et avec Pierre Boisselet de Jeune Afrique. Un record, on va s'intéresser à un record qui est sur le point d'être battu ce week-end aux États-Unis, celui de la plus longue paralysie budgétaire, 21 jours de shutdown. En cause ici, le désaccord entre le président et les démocrates sur le financement d'un mur avec la frontière, à la frontière avec le Mexique. Le mur fixette de Donald Trump qui n'a pas hésité à dramatiser les enjeux dans une adresse à la nation mardi soir. Mes chers Américains, ce soir, je m'adresse à vous car il y a une crise sécuritaire et humanitaire grandissante à notre frontière sud. Pendant des années, des milliers d'Américains ont été brutalement assassinés par ceux qui sont entrés illégalement dans notre pays. Et des milliers de vies supplémentaires seront perdues si nous n'agissons pas maintenant. Cette barrière est absolument essentielle à la sécurité frontalière. Le gouvernement fédéral reste fermé pour une raison, et seulement une, parce que les démocrates ne veulent pas financer la sécurité des frontières. Le président a choisi la peur, nous voulons commencer avec des faits. Le premier jour où ce congrès a siégé, la Chambre démocrate a adopté la loi du Sénat républicain pour rouvrir l'administration et financer une sécurité des frontières intelligente et efficace. Mais le président rejette ces lois bipartisanes, obsédé à forcer les contribuables américains à gaspiller des milliards de dollars pour un mur coûteux et inefficace, un mur qui, comme il l'a toujours promis, devait être financé par le Mexique. Et depuis ses allocutions, Donald Trump a planté en pleine réunion les chefs de l'opposition qu'on vient de voir ici, Nancy Pelosi, Chuck Schumer. Il leur a dit « bye bye » selon ses termes sur Twitter. Pourquoi ce mur est si important aux yeux de Donald Trump? Parce que c'est une promesse de campagne d'abord. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même une vieille histoire, ce mur. Et les questions de migration aux États-Unis, c'est aussi une vieille histoire, parce qu'il y a eu des vagues de migration qui ont été des vagues de migration européennes dans un premier temps, puis après chinoises, et puis après... Et aujourd'hui, ce sont des vagues de migration principalement venant de l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Et donc ça, c'est un vieux problème. Le mur existe déjà, puisque je crois qu'il a été construit, les premiers kilomètres de mur ont dû être construits en 1990. Et auparavant, pour stopper cette migration, dans les années 80, on avait tenté plusieurs choses, comme par exemple, on avait dit aux employeurs, vous allez être condamnés à payer des sommes importantes si vous employez des migrants. Ça n'avait pas marché. Puis après, on avait installé des entreprises américaines à la frontière, de l'autre côté, côté mexicain, on appelait ça les maquiladores. Et l'intérêt, c'était d'avoir des travailleurs mexicains ou sud-américains qui viennent travailler là pour 6 fois moins le salaire, évidemment, des Américains. Ça n'avait pas suffi. Et donc maintenant, on se retrouve avec un Donald Trump qui a besoin de mots forts et puis de promesses fortes pour continuer sa présidence, parce qu'aujourd'hui, on est à 2 ans de la prochaine élection. Et donc, là, il est presque déjà en campagne. Voilà. Et donc, il faut qu'il ait des éléments forts. Le mur est un élément fort. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir, les images que l'on vient de voir, on a l'impression d'une partie de ping-pong. Donc, on a Trump qui fait son adresse à la télévision. Et puis après, on a Nancy Pelosi qui lui répond un peu dans la même façon. Ils sont tous les deux aussi figés l'un que l'autre. Mais cette fois-ci, on a un Trump qui est en face de lui, une femme. Qui représente vraiment l'opposition. Jusqu'à maintenant, Trump avait un boulevard parce qu'il n'avait pas d'opposition. Mais maintenant, il a la Chambre des représentants. Alors, justement, ça c'est aussi... on va revenir sur ce mur et sur ce qui s'est passé cette semaine, mais la grande nouveauté, c'est que depuis la semaine dernière, il a une vraie opposition devant lui. Comment vont se passer les relations entre Donald Trump et Nancy Pelosi, dont on a vu là que ça peut être plutôt enlevé? Moi, je pense que c'est très très mal parti. C'est-à-dire qu'il y avait 2 manières de travailler. Soit finalement Trump arrivait à travailler avec les démocrates pour une cohabitation saine, une manière de faire fonctionner les États-Unis en avant. Là, on se rend compte qu'on va être vraiment dans la confrontation à tout moment. Et déjà commencer l'année par un shutdown qui était annoncé déjà parce que lors de cette première réunion avec Nancy Pelosi et Trump à la Maison-Blanche, il avait dit qu'il allait partir pour ce shutdown. Et il est parti. Et on atteint un record qui est un record historique. On n'a jamais fait autant de jours. Et on se rend compte qu'on va vraiment être dans le rapport de
de force. Finalement, voilà, on l'a bien dit, c'est un combat de coq. Avec le fait que Trump, c'est sa promesse de campagne, et lui, son objectif, c'est de tenir ses promesses de campagne, et il a toujours été en campagne. Je pense que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il est en campagne. Et du côté des démocrates, on tient mordicus, on tient absolument à ne pas accorder ce mur, en tout cas pas de cette manière-là. Et donc c'est certain que... Alors, pas de cette manière-là, sous-entendu, ça pourrait être d'une autre manière ? Ça pourrait être d'une autre manière, mais pas en tout cas dans le rapport de force. Ça peut être peut-être un mur qui ne ferait pas les 3000 km, parce que ça aussi, ça coûte très cher à mettre en place. C'est aussi très difficile, parce que ce mur traverse des zones qui sont des zones naturelles protégées, qui sont parfois même très difficiles, des rivières, des montagnes, donc ça semble même impossible à mettre en place. Donc il y a peut-être une possibilité de s'organiser, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le compromis à la belge, là on est vraiment dans l'opposition à l'américaine. Et il existe une procédure d'urgence exceptionnelle qui permettrait à Donald Trump de contourner le Congrès et de s'appuyer sur l'armée pour construire le mur. Donald Trump pourrait-il y recourir ? Non. En fait, on il dit peut y recourir, mais qu'il prépare cette option. Non, de toute façon, il n'y arrivera pas parce qu'il y aura de toute façon, les juges vont combattre en fait cette mesure. Non. Ça paraît impossible. Et le symbole est très mauvais. Il va peut-être en tout cas tenter de l'activer parce qu'il va encore montrer que c'est l'homme qui a les choses en main. Mais la dernière fois que ça a été fait, c'est George Bush, le fils, après les attentats de 2001, pour une véritable urgence nationale. On était à la suite des attentats. Pour la crise H1N1, je crois. Également. C'est possible, oui, tout à fait. Mais on est dans des vrais prétextes d'urgence nationale. Là, les chiffres de l'immigration, on se rend compte qu'il y a depuis quand même 15-20 ans une diminution des migrants qui viennent de ces régions-là, d'Amérique du Sud ou du Mexique. On se rend compte aussi que tout ce qui est trafic de drogue, ce que le drapeau, la menace qui est agitée par Trump, c'est finalement via les postes frontières que la majorité de la drogue transite. Et puis tout ce qui est menace terroriste, eh bien, ça transite par d'autres moyens, notamment les aéroports. Donc en fait, ce mur ne va pas changer grand-chose. Oui, ça va peut-être servir de symbole, mais ça ne va pas changer grand-chose. Oui, mais c'est la façon de gouverner de Trump. C'est-à-dire qu'il lui faut des rapports de force. Il ne peut pas travailler autrement que lorsqu'il est dans l'opposition. Et donc, il a trouvé quelqu'un en face de lui, qui est Nancy Pelosi, qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle a déjà une longue expérience de speaker. Et elle a quand même déclaré qu'elle allait lui faire vivre l'enfer, quoi. Donc, vous voyez, à peu près, on est effectivement dans cette idée de rapport de force. Mais Trump ne connaît que le rapport de force. Exactement. Et il aime beaucoup ses défis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il présente à ses électeurs qui restent quand même très accroché à Trump. On voit, les chiffres ne bougent pas, qu'il a toujours ses promesses, qu'il va aller jusqu'au bout, même si entre la promesse ou la victoire, comme il le fait après chaque soi-disant victoire, il tweet en disant j'ai réussi, vous voyez, etc. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de service après-vente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les promesses ou il y a les actes, mais il n'y a pas le suivi. On le voit par exemple dans la crise avec le retrait des militaires américains de Syrie. Il y a eu une promesse de Trump, vous allez rentrer à la maison, etc. Et on s'aperçoit qu'ils ne vont pas rentrer à la maison rapidement, parce que c'est impossible à faire. Et qu'en plus, ce n'est pas souhaitable d'un point de vue de la sécurité. Mais alors, comment sortir de ce bras de fer ? Parce que pendant que Nancy Pelosi et Donald Trump s'invectivent ou font leurs échanges un peu tendus, 800 000 fonctionnaires américains ne sont plus payés. C'est quand même un ralentissement de l'État fédéral aussi. Comment sortir de ce bras de fer ? Il va falloir que, en tout cas, certains fassent des gestes, que ce soit du côté de la Maison-Blanche ou du côté des démocrates. Il va falloir, en tout cas, que l'un, disons, laisse passer l'autre. Voilà. Et donc, ça va être très compliqué. Et donc, c'est certain que Trump va tenter de montrer à quel point les démocrates vont empêcher de faire avancer les choses, et c'est aussi son objectif. Et donc les démocrates vont devoir certainement à un moment céder ou plier, ou en tout cas tenter de montrer un geste ou une annonce, et pour arrêter ce shutdown. On perd en tout cas les chiffres, les différentes agences de datation s'inquiètent de voir le chiffre des pertes quotidiennes de ce shutdown. Et puis c'est certain aussi que, et là c'est intéressant, il y a énormément d'articles dans la presse américaine qui s'intéressent au sort de ces fonctionnaires qui soit restent chez eux, ou ces fonctionnaires qui travaillent sans être payés. Et donc il y a une véritable angoisse maintenant, qui est même qualifiée par les psychiatres, de ces fonctionnaires qui travaillent sans être payés ou qui ne sont pas payés, qui ne savent pas très bien comment le mois va se terminer. Et qui cherchent même parfois un autre emploi, d'ailleurs. Mais on a déjà connu ces situations. Sous Clinton, il y a eu plus de 20 jours de shutdown. C'est le record à battre. Voilà. Qu'on va battre demain. On entend des Américains dire... Égaliser demain. OK, on est contre le mur, mais bon, ça suffit. On a des traites à payer, on a ça. Et puis il y a des couples où ils sont tous les deux fonctionnaires, donc vous imaginez à peu près ce que ça veut dire. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des solutions, et notamment que les républicains modérés s'entendent avec les démocrates
pour dire il faut en sortir. Et ça, c'est faisable, c'est possible. Mais je pense que Trump a tout intérêt à continuer la crise parce qu'il sait qu'à terme, ça va lui porter, il va avoir, disons, plus de soutien de la part des Américains parce qu'ils martèlent en permanence que c'est la faute. Vous avez raison sur les républicains modérés, notamment au Sénat. Il y a en tout cas des plans qui ont été mis en avant. La grande crainte de ces républicains au Sénat, c'est de se dire « Ah, mais on peut avoir un veto présidentiel à la fin ». Et donc, c'est ça qui peut être aussi compliqué. Donc, il y a déjà des gestes qui ont été faits de la part des deux camps, mais on a toujours peur de la réaction de Donald Trump qui, peut-être mal réveillé, ou il a vu Fox News, ou a fait un tweet qui ne lui plaît pas, tout d'un coup peut se dire « Ah non, mais je n'en veux pas ». Mais en tout cas, il va falloir en tout cas progresser. Et ce shutdown commence à avoir des conséquences. Bank of America Merrill Lynch, par exemple, a chiffré l'impact sur la croissance à 0,1%, 1 point du produit intérieur brut. La machine économique commence à se gripper là déjà. On parle d'1,2 milliard de dollars déjà d'impact sur l'économie américaine. Donc c'est certain. Et l'indice à Wall Street baisse. Et ça, c'est pas bon. C'est jamais bon pour l'économie et c'est surtout pas bon pour Donald Trump qui a les yeux rivés sur Wall Street. Vous qui suivez plutôt l'actualité africaine, quand vous écoutez ça, ça vous inspire quelle réflexion? C'est effectivement pas mon domaine de compétences prioritaire, mais je suis très d'accord. Enfin, ce que j'ai l'air de comprendre de Donald Trump, là, il est un peu en train de revivre cette campagne où il l'avait emporté contre toute attente. C'est-à-dire qu'il a maintenant un adversaire sur lequel il peut taper, avec une mauvaise foi parfaite si nécessaire, mais qui plaît au cœur de son électorat. Et c'est celui que j'ai l'impression, il vise, je parle sous votre contrôle, mais avec cette confrontation-là. Je crois qu'il y a 50% des Américains, actuellement le dernier sondage que j'ai vu, 50% des Américains attribuent la situation à Trump. Oui. C'est-à-dire qu'ils condamnent pour l'instant Trump. Mais ça peut bouger, c'est 50% seulement. Ça veut dire que 50 autres %, qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, on va terminer là-dessus aussi, parce que Donald Trump appuie son raisonnement sur ce qu'il dépeint comme étant une situation de crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière avec le Mexique. Est-ce que c'est le cas ? Oui et non, c'est-à-dire qu'on a une crise migratoire, mais qui n'est pas véritablement une crise migratoire. Les chiffres diminuent. Maintenant, cette crise, elle est aussi un peu créée par la situation. Et le shutdown aussi accélère cette crise, parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ne travaillent plus pour l'instant en poste frontière. Donc ça ralentit, il y a toujours moins de rentrées aux États-Unis, mais ça met beaucoup plus de temps. C'est une crise qui est toujours montée en épingle. On l'a bien vu lors de la campagne des midterms. On parlait de cette caravane de migrants qui venaient d'Amérique centrale, qui traversaient le Mexique. Ils étaient à 2000 km de la frontière, mais Trump parlait d'une crise. La crise, elle est montée de toutes pièces, elle est mise en avant aussi par certains blogueurs ou certains internautes qui sont proches de Trump, on parle toujours de fake news, mais en tout cas qui amènent de fausses nouvelles par rapport à ça. Donc non, c'est certainement fantasmé, exagéré. Moi, je pense qu'il y a je pense que d'abord, il y a une réelle crise humanitaire côté mexicain. Oui. Parce qu'il y a tous les Sud-Américains, notamment ceux qui sont venus du Honduras, dans la caravane des migrants. Ce sont des gens quand même qui viennent d'un pays extrêmement pauvre, qui ont fait plus de 2000 km à pied dans des situations difficiles, qui se retrouvent bloqués à la frontière au Mexique. Donc, côté mexicain, je pense que pour le président du Mexique, c'est pas une bonne chose. Et en plus, c'est une zone où sévissent quand même le trafic de drogue, etc. Il y a beaucoup de violence. Pour revenir quand même au fait que la crise des migrants a toujours été, il faut se rappeler qu'Obama quand même a renvoyé 2,5 millions de migrants chez eux. Donc la question migratoire, c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire américaine. Et là, il mélange un peu tout Trump, parce qu'il dit il y a des terroristes, etc. Et il donne un chiffre aussi qui est assez important, qui dit il y a 30 millions d'illégaux aux États-Unis. Alors qu'il y a entre les illégaux et les légaux, les immigrants légaux et illégaux, il doit y avoir 52 millions de personnes. Et donc, une histoire qui va continuer avec ce record qui devrait être égalisé samedi et battu dimanche concernant la durée du shutdown. On en vient maintenant à l'acte 8 des Gilets jaunes, samedi dernier en France. Des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment sur les quais de Seine. Dans l'après-midi, la porte d'un secrétariat d'État a été enfoncée avec un engin de chantier. Les images ont fait le tour du monde, comme toujours. Pourtant, la journée avait commencé dans le calme. On va montrer qu'on n'est pas une foule haineuse, qu'on est des gens qui s'organisent.
Et les gilets jaunes qui sont dans la rue encore en 2019. On avait peut-être imaginé qu'avec les fêtes, le mouvement redescendrait un petit peu. Il y a ces images qui interpellent beaucoup, Pierre. Évidemment, il n'y a pas eu que des violences, c'est ce qu'on dit toujours. Mais ces images, est-ce qu'elles vous interpellent, vous, comme citoyen évidemment, évidemment. Elles interpellent tout le monde et elles interpellent aussi... beaucoup dans les pays d'Afrique, en tout cas pour la partie francophone, ont souvent le regard rivé et acéré sur ce qui se passe en politique française. Et qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs beaucoup d'incompréhension, en fait. Vu d'Afrique, ça peut paraître assez sidérant que des gens puissent appeler ouvertement renversement de l'État sans subir plus de conséquences que ça, évidemment. Voilà, on n'est pas toujours sur les mêmes niveaux de liberté d'expression. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'international, cette affaire, nuit considérablement à l'influence d'Emmanuel Macron. Et bon, l'Afrique étant probablement le continent sur lequel il en avait le plus, son autorité est remise en question au-delà même de l'Hexagone. Mais dites, on ne comprend pas très bien d'Afrique, mais parfois on a du mal à comprendre même de France, Agnès ? Oui, moi personnellement j'ai un peu de mal à comprendre la durée dans laquelle on s'installe de ces violences permanentes, quoi. Parce que même si encore une fois elles sont minoritaires, précisons-le. Oui, bien, elles sont minoritaires. C'est vrai que ça renvoie à une elles sont image minoritaires. Alors il est vrai qu'il y a le phénomène télé qui fait que ça augmente l'impact de tout ça. Mais quand même, il y a des violences très fortes et puis il y a des mots aussi qui sont très violents, des attaques personnelles contre le président. Et puis cet appel à renverser le président. Enfin, je veux dire, quand on a couvert des pays, des dictatures, j'avoue que moi, ça me laisse pantois, quoi. En Belgique, le mouvement avait pris dès le départ en novembre aussi. Samedi dernier, il y avait quelques centaines de personnes qui manifestaient. Qui en Belgique cristallise la colère? On voit qu'en France, c'est Emmanuel Macron. Qui la cristallise en Belgique? C'est surtout vraiment sur le débat du pouvoir d'achat, des taxes, du salaire, parce qu'on n'a pas de figure, on n'a pas de président chez nous, on a un roi et on a structure d'État qui est tellement compliquée qu'on n'a pas une personnalité comme le président Macron pourrait incarner. Parce que finalement, il endosse un peu tout ce que peut représenter l'État, les puissances. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est aussi marrant du côté belge, en tout cas intéressant à voir, c'est que c'est surtout du côté francophone. Il y a un effet ricochet par rapport à ce qui se passe en France. Du côté flamand, il n'y a pas de gilets jaunes. D'un côté, parce que la Flandre est plutôt la région la plus riche, mais aussi pour des tas de raisons culturelles. C'est-à-dire que le côté francophone est tourné vers le côté français. Et c'est certain qu'on est dans le même type au niveau socio-économique de population qui manifeste. Mais il y a eu des violences, il y a eu des violences contre certains collègues aussi, notamment de la RTBF, mais il n'y a pas cette espèce d'explosion d'agressivité face à un représentant de l'État. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment faire revenir cette colère tournée contre le politique dans des rails démocratiques. Les contours du grand débat national promis par Emmanuel Macron doivent être précisés dans une lettre aux Français la semaine prochaine. Ce débat est prévu pour démarrer mardi. Pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en penser. Tout ça est très flou. Moi, je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée. Le problème, c'est que c'est très intéressant d'organiser des débats, mais sur quoi ça va déboucher ? Alors, c'est-à-dire que si ça débouche sur pas grand-chose, on va susciter encore plus de frustration. Et puis, on se rend bien compte que tout le pataquès qu'il y a eu sur la mise en place, Chantal Joanneau, qui était notamment celle qui devait piloter et qui finalement démissionne. Alors, il y a toute cette histoire de salaire, même si c'était déjà un salaire qu'elle touchait avant. Tout ça n'augure rien de bon. Et puis, il y a aussi le rôle que joue l'opposition et certains partis d'opposition, notamment l'extrême droite, qui tentent de pousser un agenda sur certains thèmes qui ne seront pas finalement évoqués, mais l'IVG, notamment, le mariage pour tous. Et ça pose aussi un réel problème. Il faudra voir naturellement comment seront cadrés aussi ces débats et que ce ne soit pas une montagne qui accouche d'une souris. Agnès, moi, honnêtement, je pense que c'est la seule solution. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à regarder. Le débat national est la seule solution. Le débat, et d'ailleurs, on l'a vu, on voit bien que le président de la République, là, recommence à gagner des points parce qu'il a, si vous voulez, la contestation, ok, c'est une alerte. Ça peut durer un certain temps, mais ça ne peut pas durer longtemps dans des démocraties parce que beaucoup de gens, vous regardez les commerçants n'en peuvent plus. Alors il y en a qui osent à peine le dire, mais il y en a d'autres maintenant qui ne se gênent plus pour le dire. Je parle de commerçants, je ne parle pas d'industriels, ou de grandes entreprises. Et puis là, après la crise, le gouvernement fait une proposition, dit on va commencer un débat. Donc il faut le tenter.
Rien n'empêche après de dire que si ça n'a pas marché, on n'est pas d'accord, on n'a pas de résultats, etc. Ils vont être vigilants, mais il faut participer. Mais est-ce que ça ne peut pas rester dans l'opposition marketing politique quand même? On ne peut pas rester dans l'opposition en permanence. Et moi, je pense que là, Emmanuel Macron a bien compris une chose, c'est que ces gens... Enfin, tous ces gens qui manifestent ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer. Il existe déjà des organisations de concertation au niveau régional qui ont été mises en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé. Le problème, c'est que ça a été mis en place dans des zones plutôt urbaines et que ça n'a pas été très bien expliqué ni rien, ce qui fait qu'il y a des tas de gens qui ne le savent pas. Or, il y a beaucoup de personnes, et souvent des jeunes, des gens qui sont de la société civile, qui participent à ces instances de concertation sur des sujets comme comment réorganiser la vie politique, le chômage, l'emploi, etc. Donc il y a déjà des structures. Mais comme toujours en France, on ne sait pas toujours bien faire les choses et surtout le diffuser. Or ça, c'est un des problèmes. Et là, il faut vraiment que les gens participent. Moi, je pense que les gens vont participer. Ça va être difficile au début, et puis vous savez, c'est des mondes qui ne se connaissent pas forcément bien, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il faut accepter. Sur ce besoin de parler, vous êtes d'accord avec Agnès? Entièrement d'accord. Donc ça, c'est vrai qu'il faut qu'à un moment, voilà, les gens s'expriment, disent les choses, et certainement que c'est une manière de rattraper certaines maladresses qu'on a reproché à Emmanuel Macron, d'être peut-être trop dans le top-down. Mais voilà, le président Macron a très peu de champ d'action, c'est-à-dire que soit c'est une réponse répressive face au mouvement, et là on va partir dans un emballement, soit ce sont des réponses politiques. Et on voit bien que les réponses qu'il a données, c'est tout de même, sont des pas importants, mais c'est pas assez. Donc peut-être que ça peut être une voie, en tout cas c'est l'une des rares voies de sortie par rapport à ce mouvement. Moi je voulais juste revenir sur les violences. On parle de violences dans les manifestations, mais ce qui me choque, ce sont les violences aussi qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce qui s'est passé avec Marlène Schiappa, notamment la secrétaire d'État. Les violences sexistes, racistes, homophobes, antisémites, on a peut-être un besoin de parler, mais je trouve qu'à un moment il faut cadrer aussi cette façon de parler. Et on a levé des verrous et on dit des choses aujourd'hui qui semblent totalement choquantes il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et puis un phénomène de fake news, un simple événement qui s'est passé en Belgique la semaine dernière. Les réseaux sociaux ont annoncé la mort d'un gilet jaune belge dans les manifestations à Paris. Et donc la RTBF n'en a pas parlé, mais certains journaux francophones l'ont fait, ce qui a obligé aussi nos chancelleries, le ministère des Affaires étrangères, à pendant tout un week-end vérifier une information qui était fausse en fait. Donc ce qui est fou, c'est d'une part c'est qu'on lâche n'importe quoi et que certains médias commencent aussi sans filtre à passer des informations. Donc il y a aussi toute une réflexion, je pense, aussi à faire sur le rôle des médias, des démocraties et l'évolution de ce Oui, puis il y a ce sentiment toujours de complot. C'est ça qui est grave chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a toujours un complot. On va conclure sur vous parliez, vous, de l'approbation d'Emmanuel Macron qui était visiblement en hausse. L'approbation des Français pour le mouvement des Gilets jaunes, elle serait en baisse. En un mois, elle a perdu 10 points. Elle reste quand même majoritaire à 60%. Vraiment d'un mot, c'est ça la force des Gilets jaunes, c'est ce soutien des Français. Sans ça, il n'existe plus. Oui, mais jusqu'où ce soutien ira je pense que ce soutien peut s'arrêter si ça continue quand même. Moi, je dirais soutien de certains Français et qu'il y a aussi un phénomène que parfois critiquer les Gilets jaunes, c'est pas forcément bien. Donc, c'est toujours l'effet de désirabilité. Dans un sondage, on dit ce qu'on voudrait ou ce qu'on estime pouvoir dire aussi. Et les Gilets jaunes qui appellent un acte 9 demain, samedi, démarrage du grand débat national mardi. On devrait en savoir plus sur les modalités lundi. C'était l'agenda de la semaine. Et puis, on va voir l'actualité de la semaine avec Dilemme qui est assez raccord avec nous. Vous allez le voir. Les soldes ont commencé cette semaine en France, l'occasion de faire de bonnes affaires sur l'achat de gilets jaunes, à essayer dans une cabine d'essayage vandalisée si possible. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo, plus de 20 morts selon les résultats provisoires, proclame ce policier, une matraque ensanglantée à la main, et ce sont en effet les chiffres. Coup d'État raté au Gabon alors qu'Ali Bongo est absent et malade. Aïe, son système immunitaire est intact, constate ce putschiste face à un char conduit par Ali Bongo accroché à une perfusion. Le shutdown aux États-Unis, les démocrates n'arrivent pas à raisonner Donald Trump. On est face à un mur, déplore l'opposante en chef Nancy Pelosi face à un président boudeur et braqué. Et puis, c'était le premier discours à la nation de Donald Trump. Il s'est adressé aux Américains en direct sur plusieurs chaînes de télé américaines, délaissant ainsi son canal de communication préféré. L'action de Twitter vient de dégringoler à Wall Street, constate cet économiste. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous regardez fidèlement tous les vendredis. Je vous dis à la semaine prochaine et vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux d'ici là.